Je sais que vous aimez les histoires de bijoux. Alors aujourd'hui, je vous propose, juste après avoir écouté ce podcast, d'aller sur un autre podcast, La Voix des bijoux. C'est le tout nouveau podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef et Arpels. Il se présente en saison de 4 histoires, en version française comme en anglais. Et rien que, dans la première saison, on y évoque le collier de Jeanne du Barry comme les grilles de mariage de Rihanna. Je suis sûre que vous pensez comme moi. Des podcasts de bijoux, il n'y en aura jamais assez. Alors, pour écouter La Voix des bijoux, c'est sur le site de l'École des Arts Joailliers et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous le reconnaîtrez facilement sur votre application préférée, car la vignette, c'est la broche Ruby Lips de Salvador Dali reproduite par Henry Caxton. Alors, à vos écouteurs. À partir du 27 juillet 1767, la corporation Joaillier Fossetier est créée. Ces nouveaux joailliers avaient en toute légitimité la possibilité de créer des pièces de joaillerie faites à partir de métaux précieux, or ou argent, et des pierres gemmes et des perles d'imitation. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Laurence Gros, qui est doctorante contractuelle en histoire de l'art, du bijou et de l'ornement. Bonjour Laurence. Bonjour Anne. D'abord, la première question gimmick, celle que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ton plus joli souvenir de bijoux ? Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller voir ma voisine. On avait une forte complicité parce qu'on était passionnées toutes les deux par les bijoux. Elle me montrait régulièrement sa boîte à bijoux et à l'intérieur, c'était rempli de bijoux en or. Et donc, parmi ces bijoux, je me souviens qu'il y avait des bijoux dits marseillais, c'est-à-dire soit des bracelets, soit des colliers. Les colliers, par exemple, c'était des perles en or avec un dégradé, donc des plus petites jusqu'aux plus grandes. Ou sinon, c'était des perles en or alternées avec des perles en pierre gemme naturelle. Donc, par exemple, la cornaline ou l'agate. Sinon, j'ai vu que dans ton doctorat, tu parlais des fossetiers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme ? Les joailliers fossetiers, donc c'était des joailliers avant tout. Et à partir du 27 juillet 1767, la corporation est créée. Et donc ces nouveaux joailliers avaient en toute légitimité la possibilité de créer des pièces de joaillerie faites à partir de métaux précieux, or ou argent, et des pierres gemmes et des perles d'imitation, notamment par l'emploi du verre ou bien d'autres techniques d'imitation. Donc c'était Chanel avant Chanel, elle qui mélangeait les perles vraies et les perles fausses. C'est ça. C'était des artisans, c'était des joailliers qui avaient la technique joaillère. C'est pas des marchands. Il existait plusieurs corps de métier dans le domaine du bijou et de l'ornement, mais pour le travail des matériaux non précieux. Donc il y avait les joailliers fossetiers, il y avait les lapidaires. Les lapidaires, c'est eux qui taillaient les pierres naturelles et les pierres fausses. Il y avait les marchands merciers joailliers. Et les marchands merciers joailliers, c'était tout simplement des marchands
Ils n'avaient pas le droit de fabriquer. Par contre, en revanche, ils avaient le droit de faire appel à des sous-traitants, donc des joailliers faustiers ou bien des orfèvres ou bien même des lapidaires pour enjoliver leurs articles. Le circuit, c'était ils achetaient des bijoux et ils avaient le droit quelque part de les transformer. Oui, ils pouvaient les enjoliver leurs articles qu'ils vendaient en faisant appel à des sous-traitants. Donc, par exemple, les joailliers faustiers, les orfèvres ou bien les lapidaires. Et donc, ils pouvaient, par le biais de ces artisans, donc les joailliers faustiers, rajouter des métaux précieux, de l'or ou de l'argent, ou bien même des métaux non précieux, donc par exemple du plaqué doublé, du plaqué or en quelque sorte, ou de l'argent doré. Ils pouvaient aussi rajouter des pierres précieuses ou bien tout simplement des pierres fausses. Voilà. Alors, c'est quoi ce plaqué doublé? Enfin, c'était l'ancêtre du plaqué or, une plaque de cuivre recouverte d'une plaque en or pur, passée sous des rouleaux pour permettre aux deux plaques d'adhérer entre elles et de former qu'une seule plaque. Et donc, c'était même mieux que le plaqué or d'aujourd'hui parce que c'était beaucoup plus résistant dans le temps. Ces fameux joailliers faustiers, ils apprenaient leur métier comment? Parce que tu m'as quand même dit que ce métier, il était neuf, quoi, en fait. Il n'était pas si neuf que ça. Depuis toujours, on utilisait les techniques d'imitation pour substituer les pierres précieuses et les perles naturelles. En France, c'est à partir du Moyen Âge qu'on voit apparaître les premières corporations qui employaient les matériaux non précieux. Donc, il y avait les verriniers, qui étaient des fabricants de pierres fausses en verre. Et il y avait les patenautriers. C'était des fabricants de grains de chapelet en raison de la prière du Paternoster. Donc, on parlait de patenôtres, qui étaient des grains de chapelet, des perles. Donc, ces patenautriers pouvaient imiter les perles naturelles ou bien des perles en corail, des perles en jet. À partir du XVIe siècle, on va avoir une autre communauté qui va venir se greffer à la corporation des patenautriers, c'est celle des émailleurs, ou bien appelés les émailleurs à la lampe, qui eux fabriquaient des petits ornements en verre filé, des perles qui imitaient les perles naturelles, mais à partir du verre. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'invention d'une technique révolutionnaire en matière de perles d'imitation, c'est celle de la perle fausse en essence d'Orient, qui était une perle de verre soufflée à l'aide d'un tube de verre à la bouche, dans laquelle à l'intérieur on appliquait une couche picturale qui était faite à partir d'écailles de poisson, plus précisément d'ablettes, qui étaient des petits poissons d'eau douce. On mélangeait ça avec de la colle de poisson, donc on introduisait l'essence d'Orient à l'intérieur de chaque perle. On remplissait ces perles avec de la cire pour lui donner plus de poids et de solidité. Et c'est un patenautrier qui a inventé cette technique de perle d'imitation. Il a un nom? Monsieur Jacquin. Jacquin ou Janin selon les auteurs. Et il était de quelle époque, ce monsieur? D'après les ouvrages du XVIIIe siècle, il y a deux propositions de date. C'est soit la fin du règne de Henri IV, soit le début du règne de Louis XIV. J'ai retrouvé des documents aux Archives nationales qui indiquent comme quoi la technique avait été inventée avant 1656. Ça reste quand même un mystère encore aujourd'hui. Pourtant, il y a eu quand même beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'histoire de la technique. Voilà, moi, aux Archives nationales, j'ai retrouvé uniquement un document parce que déjà à l'époque, en 1656, il y avait une surpêche d'ablettes et ça détruisait la flore et la faune. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des normes qui ont été imposées pour les pêcheurs aux ablettes. J'ai supposé que la technique, elle avait été inventée avant 1656. C'est les premières lois environnementales, finalement. Exactement. Et cette technique, elle était française ou elle était partout? Initialement, elle était uniquement française. La production et la vente de perles d'imitation s'est diffusée à travers toute la France. Il y avait plusieurs pôles de production en Normandie, à Paris, autour de la rue du Petit Lion, donc c'est proche du Marais. À Chalon-sur-Saône, il y avait un très grand centre de pêche. Et il y a eu aussi une manufacture de perles fausses. C'est Claude Courtépée qui décrit cette manufacture dans son ouvrage La description générale et particulière du duché de Bourgogne en 1775. Il explique qu'il y avait énormément d'ouvriers qui produisaient donc de la préparation de l'essence d'Orient jusqu'au perçage des perles, parce que alors, il existait différentes gammes de perles d'imitation. Il y avait les perles dites de grand beau, donc ça c'était vraiment des perles d'une très grande qualité, et en fait elles étaient cartonnées à l'intérieur. On la remplissait de cire. Par la suite, on perçait pour refaire le trou de la perle. Et à l'intérieur, on insérait un tube en carton.
Et ça permettait de protéger la cire lorsqu'on enfilait les perles. Donc ça, c'était le grand beau. Les perles de Grambeau. Ensuite, il y avait les perles dites du commun. Et là, c'était des perles de fosses de moindre qualité. Et en général, l'essence d'Orient elle-même était de moins bonne qualité. C'est-à-dire que pour extraire le pigment qui provenait des écailles de poisson, on faisait plusieurs décantations. Les premières décantations, ça permettait d'avoir une essence d'Orient vraiment de très grande qualité. Disons, l'aspect nacré était parfait. Plus on laissait décanter, plus on faisait plusieurs lavages, plus la couleur était délavée, moins lumineuse. Elles étaient utilisées pour les perles du commun. On connaît les formes de perles d'imitation. Donc il y a les perles rondes, les perles ovales, les plaques, qui permettaient d'imiter les coques de perles. Et les coques de perles, elles-mêmes, c'était une technique d'imitation pour imiter des énormes perles naturelles à partir d'un gros coquillage qui était le Nautilus. On sciait une partie de ce coquillage et ça faisait une espèce de coque. On la remplissait d'une sorte de mastic ou bien de cire. Et puis à l'arrière, on appliquait une plaque de nacre pour hermétiser la coque de perle. Il y a une autre forme? Oui, gaudronné aussi. Donc ça faisait des espèces de petites vaguelettes en surface. Mais ça, c'est quand même plus tardif. Il fallait que ce soit du verre soufflé et moulé en même temps. Donc ça, c'est une technique qui provenait d'Allemagne. Et là, on est plutôt fin XVIIIe siècle. Si on prend le verre qui est soufflé, l'essence d'Orient super belle, la cire super bien, la technique du petit tube à l'intérieur, ça finissait par coûter un peu quand même. Oui, l'essence d'Orient était onéreuse. Et d'ailleurs, il y avait des contrefaçons d'essence d'Orient. Et certains pêcheurs, ils étaient vraiment enfin, il y avait une très grosse concurrence entre eux. Et donc, pour essayer de se démarquer des autres, en fait, ils mélangeaient des écailles de différents poissons. Donc, ça dégradait la qualité de l'essence d'Orient, mais ça ne se voyait pas tout de suite, en fait. C'est au moment de la préparation, une fois que, par exemple, l'émailleur achetait ces écailles de poisson et qu'il a préparé l'essence d'Orient, ben, il se rendait compte qu'en fait, la couleur n'était pas bonne. Est-ce que ça se conserve bien, ça? Parce que tu parles de cire. Est-ce que si je m'approchais trop près du feu, mon collier il allait fondre? Le problème, c'est au niveau de la conservation des écailles d'ablette, parce que le problème était donc principalement le phénomène de putréfaction. Et donc pour ça, au départ, ils ont utilisé du sel, en fait du sel marin, mais en fait, ça opacifiait la surface et donc ça opacifiait la couleur. Ensuite, ils ont utilisé l'éthanol, nommé esprit de vin, au XVIIIe siècle. Il a fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'on découvre l'ammoniac, que l'on nommait alcali volatile. Et là, en fait, ça a résolu tous les problèmes de conservation parce que c'est on va dire, la solution chimique la plus adaptée pour ne pas dégrader la couleur de ces pigments. Et donc cette super mixture, elle ne tuait pas la cire? Parce que tu m'as dit qu'on mettait de la cire, je suppose que c'était de la cire d'abeille? Oui, c'est ça, c'est de la cire d'abeille, la matière première utilisée au XVIIIe siècle. Après, on va passer à du colophane. À partir du milieu du XIXe siècle, on va utiliser les matières de synthèse. Et c'est là qu'on va voir apparaître la paraffine. Mais bon, là, c'est beaucoup plus tardif. J'ai retrouvé, en fait, dans un journal du fin XVIIIe siècle, il y avait des pêcheurs de la Seine qui urinaient sur les écailles d'ablette pour les conserver dans des bocaux. Une fois qu'ils avaient par la suite écaillé donc, ces écailles, qu'ils les récupéraient et qu'ils les amenaient auprès des émailleurs, ils récupéraient la chair des poissons et ils faisaient des fritures puis ils les revendaient aux touristes. Voilà, ça fait partie de l'histoire de Paris. Donc, Finalement, ça se conserve aujourd'hui encore, ces produits, ou on n'a pas pu les conserver? Aujourd'hui, en fait, la technique, elle a totalement disparu. Il existe, par contre, certains ateliers qui utilisent la technique qui a été améliorée au début du XIXe siècle. Donc là, par contre, c'était une perle de verre plein, souvent de l'opaline, recouverte de plusieurs couches d'essence d'Orient. Au départ, c'était de l'essence d'Orient, mais la plus pure, hein, c'est-à-dire les pigments avec la colle de poisson, mais finalement, ça tenait pas parce que au moindre contact, ça s'est gratiné, ça s'est caillé, et donc la couche d'essence d'Orient disparaissait. Donc il a fallu rajouter des matières de synthèse. À partir du XXe siècle, on a inventé la nacrolaque. On rajoutait du collodion dans l'essence d'Orient. Et là, ça a permis la couche d'essence d'Orient ne se retire pas de la surface de la perle pleine. Aujourd'hui,
Dans ces ateliers, ils utilisent cette technique. Je ne suis pas sûre qu'ils emploient des pigments provenant des écailles de poisson. Les pigments qui proviennent de ces écailles de poisson, ce sont des cristaux de guanine. Et ces cristaux de guanine, ils peuvent être produits de façon synthétique aujourd'hui. Ça coûte très cher, hein. Même de synthèse, c'est très onéreux. Aujourd'hui, il existe un créateur de perles d'imitation, selon la technique du début du 19e siècle, qui est situé au niveau du lac Léman. Et là, sa société s'appelle Les Perles du Lac. Il fait vraiment des pièces uniques à partir de cette technique ancienne. On vient beaucoup de parler de perles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme choses fausses? Il y avait aussi les diamants d'Alençon. Alors, les diamants d'Alençon, en fait, c'était des cristaux de roche qui étaient extraits à Alençon. Ils étaient par contre taillés à Paris, dans l'ancien marais que l'on appelait l'enclos du Temple, une zone extraterritoriale. En gros, c'était le paradis fiscal pour des artisans. Et c'était des artisans qui étaient non conventionnés, souvent qui étaient en dehors du réseau corporatif. Et donc, ils taillaient ces fameux diamants d'Alençon. Ensuite, il y avait d'autres cristaux de roche, en fait, qui étaient extraits un peu partout en France. Il y avait les cailloux du Rhin. C'était des cristaux de roche qui étaient extraits dans le Rhin même. Il y avait les cailloux du Médoc. C'était des cristaux de roche qui étaient extraits au milieu des vignes. Les cristaux du Dauphiné. Et d'ailleurs, c'est à Briançon qui a eu la seule manufacture royale de joaillerie en cristaux de roche qui a été créée à la fin du XVIIIe siècle. Au niveau des pierres d'imitation, il y avait le fameux strass, un verre très spécifique parce qu'il avait un haut pourcentage de plomb. Il y avait les doublés qui permettaient d'imiter les pierres précieuses, donc les pierres de couleur, le rubis, le saphir, l'émeraude. Il y avait les pattes modernes, des camées ou un taille en verre. Et la marcassite, c'était plus tard? Si, la marcassite faisait aussi partie des techniques d'imitation. Alors par contre, en soi, c'était des vraies pierres. C'était un peu comme les diamants d'Alençon. C'est une pierre naturelle. Pour imiter les marcassites, on employait l'acier qui était taillé en pointe. Et donc, ça imitait la marcassite. Et la marcassite elle-même imitait le diamant. Le fameux strass, donc de Monsieur Strasser, je crois qu'à l'époque, c'était hyper moderne, non? Le strass était très, très à la mode. Donc, il y avait autant les élites qui portaient des ornements en strass, mais il y avait aussi les courtisanes. La danseuse Guimard et l'actrice Clairon, qui avaient fait orner leurs carrosses et les harnais de leurs chevaux entièrement de strass pour être remarqués de tout le monde pendant leur promenade à Longchamp. Louis-Sébastien Mercier dénonce à travers son ouvrage Le Tableau de Paris que ces courtisanes, elles étaient vulgaires parce qu'elles portaient plus de faux diamants que la reine elle-même. C'était un luxe insolent et tapageur. C'est vrai que les courtisanes, en fait, c'est comme d'habitude celles qui lançaient les modes. C'était plutôt les actrices et les comédiennes qui influençaient la mode joaillière. Je pense tout de suite à la danseuse Guimard qui a voulu rendre hommage au ballet La Fête de Mirza de 1781 et qui va baptiser les créoles qu'elle portait les boucles de Mirza et qui étaient en fait donc des créoles composées de strass. Les bijoux de scène étaient en quelque sorte des instigateurs de production avec une nouvelle identité artistique. Donc le bijou de scène, ça a permis dès le XVIIe siècle une démocratisation du port du bijou. Les actrices et comédiennes, les comédiens et acteurs pouvaient porter de faux bijoux, comme les élites. Et alors les élites, je pense tout de suite à un grand événement, le Grand Carrousel de 1662, à l'occasion de la naissance du dauphin. Louis XIV avait fait acheter plus de 1121 diamants du Temple pour être montés sur des sertissures en or ou en argent. Louis XIV représenté en empereur romain, entièrement recouvert de diamants du Temple. Et donc voilà, les élites étaient aussi passionnées par ces pierres d'imitation que la petite bourgeoisie, des artisans, des artistes, des gens du spectacle, mais aussi des gens de la ville et des gens de la campagne. Dans ces fameux bijoux qui étaient à la mode, qu'est-ce qu'il y avait? Je crois qu'il y avait le collier de la reine. Alors oui, effectivement, il y avait le collier de la reine, initié par Marie Lesinska, un collier qui se portait près du cou, qui était composé de plaques, des perles fausses en essence d'Orient qui imitaient les coques de perles. Au centre du collier, il y avait une sorte de cintre avec 2 pendeloques qui étaient posés au milieu du collier. Un collier de chien, en fait. Sauf qu'il y avait ce fameux cintre qui était un peu plus proche de la clavicule. Donc elle a inventé le collier de chien. Oui, en quelque sorte, oui.
Il y avait un autre collier, je crois que c'est le collier d'esclavage, c'est ça? Oui, c'était un collier qui était composé de plusieurs rangs, qui permettait de former une sorte de dégradé. Et il y avait 3 ornements, en fait, sur le devant du collier. Ça a perduré, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est un bijou régional, surtout en Normandie. L'arrière du collier, il y avait un ruban qui permettait de fermer le collier. Ça, c'était typiquement du 18e siècle. Il y avait 3 ornements qui permettaient de relier ces chaînes et il y avait 3 rangs de chaînes. Ces ornements pouvaient être composés de perles fausses, mais aussi de strass. Et sinon, maintenant, je crois qu'on arrive aux boucles d'oreilles. Donc, tu nous as décrit les boucles Mirza, la super méga créole pleine de strass. Mais je crois aussi qu'il y a les girandoles. Alors les boucles girandoles, oui, c'était un bijou phare du XVIIe et XVIIIe siècle, propulsé par Gilles Légaré, qui avait fait une célèbre gravure. Les girandoles, en fait, c'était les candélabres de l'époque. Donc c'était des boucles assez imposantes, composées de 3 parties avec des pendeloques. Et ces pendeloques, en fait, étaient détachables. Typiquement du XVIIIe siècle, c'était des éléments qui pouvaient être assemblés les uns aux autres, détachables, et repositionnés sur un autre ornement. Par exemple, sur un devant de corsage, un bracelet, une partie d'un collier. Des parties étaient détachables et dans les documents que j'ai retrouvés, on parle beaucoup de chaton. Le chaton, en fait, c'était uniquement la monture empierrée qui pouvait être fixée sur n'importe quel autre bijou dès le XVIIe siècle, au moment où il y a eu le développement de production de faux bijoux dans ces fameux enclos, l'enclos du Temple et l'enclos du Palais. Et d'ailleurs, Anne d'Autriche allait se fournir en doublé pour orner ses robes. Alors, quand Anne d'Autriche achetait ses faux rubis, etc., est-ce que ça faisait partie de ce qu'on appelait les menus plaisirs? Alors, les menus plaisirs, c'est un peu plus tardif, sous Louis XV, plutôt au XVIIIe siècle. C'était l'administration royale qui était uniquement dédiée aux dépenses faites pour les spectacles de cour. Dans les documents d'archives relatifs au menu plaisir, j'ai retrouvé la facture du joaillier Rondet pour dessertir les pierres qu'il y avait sur la couronne de sacre de Louis XV. Elle est conservée au musée du Louvre et il faut savoir en fait que toutes les pierres qui sont serties sur la couronne sont des fausses pierres. Parce qu'elles ont été... Elles ont été desserties juste après son couronnement. La facture, au XVIIIe siècle, on parlait de mémoire. Il y a vraiment toute la liste des pierres qui ont été changées et replacées sur la couronne du roi Louis XV. Et donc ce joaillier rondier, c'était un joaillier faustier aussi? On pourrait dire que c'est un ancêtre des joailliers faustiers. C'est comme Georges Frédéric Strass, celui qui a inventé le fameux Strass, qui était joaillier du roi Louis XV. Ce sont des ancêtres des joailliers faustiers, puisque eux-mêmes employaient des pierres d'imitation. Mais les joailliers faustiers, c'est un corps de métier qui a été créé à partir de 1767 et qui malheureusement a subsisté pendant même pas 9 ans, puisqu'à partir de 1776, voire une première suppression des corporations par l'édit de Turgot. La même année, les corporations vont réapparaître, mais par contre, les joailliers faustiers vont être tout de suite regroupés avec les lapidaires. La corporation va être renommée lapidaire faussetier. Par la suite, pendant la période révolutionnaire, les corporations vont être définitivement supprimées. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on a quand même voulu séparer le faux et le vrai. Oui. Depuis la création des premières corporations en France, on avait déjà séparé l'emploi des matériaux non précieux et précieux. En fait, il faut savoir que à partir du moment qu'on a légalisé ces joailliers qui employaient les métaux précieux, mais les pierres gemmes étaient d'imitation. C'est à partir de ce moment-là, une fois que la corporation va être officialisée, c'est finalement le début du secteur économique du bijou de fantaisie, du moment que les joailliers faustiers ont été créés en 1767. Aujourd'hui, il y a le bijou fantaisie et le bijou couture. C'est une définition contemporaine. À l'époque, il y avait plusieurs gammes, même parmi le faux. Il y avait de la grande qualité jusqu'à la qualité la plus banale. Et d'ailleurs, les qualités les plus médiocres étaient envoyées dans les pays colonisés. Le strass, par exemple, c'était une pierre d'imitation, certes, qui n'était pas finalement très onéreuse, mais quand même, c'était une pierre dite à la mode. D'ailleurs, le strass, c'était un verre avec un haut pourcentage de plomb. Et à l'époque, c'était considéré comme une technique de pointe. Les techniques d'imitation ont beaucoup intéressé les académiciens de l'Académie royale des sciences.
Il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été publiées, tout ce qui concernait la perfection des techniques d'imitation en pierres précieuses et en perles naturelles. Et donc, il y a eu un concours du strass et du flint glass, un verre au plomb, mais qui avait été inventé en Angleterre au XVIIe siècle. Un concours pour arriver à trouver une composition chimiquement stable, parce que le strass ternissait extrêmement vite. Un concours à partir de 1766, et puis ça a duré presque 20 ans, pour améliorer les recettes de strass. Donc il y avait différentes catégories au sein même de cette production de faux, et finalement c'est un peu comme de nos jours. Et donc, aujourd'hui, si je veux voir des jolis faustiers. À l'époque, on disait des faussetteries. Après, le terme de joaillerie fausse, je ne l'ai retrouvé que dans un ouvrage suisse du XVIIIe siècle. On parlait plutôt de joaillerie d'imitation. Mais faussetterie, c'était un terme très employé. Donc, mes faussetteries, elles sont où? En France, malheureusement, dans peu d'endroits. Le musée du Louvre, le musée des arts décoratifs. Ensuite, il y a le Mucem. Le Mucem, par contre, on est plutôt dans des bijoux régionaux, des objets ethnographiques. Il y a une très belle bague du XVIIe siècle avec un doublet qui imite le rubis. Le Mucem, c'est donc le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, situé à Marseille. Il y a aussi le musée Carnavalet. Le Palais Galliera. Il ne reste presque plus de pièces de joaillerie d'imitation en France parce que pendant la période révolutionnaire, on a réquisitionné tous les bijoux en métaux précieux pour les envoyer à la fonte, à la Monnaie de Paris, pour éponger les dettes du pays. Tu as indiqué le Palais Galliera, donc qui est à Paris. Sinon, où est-ce qu'on peut aller pour trouver des faussetteries? Pour les institutions muséales et patrimoniales étrangères, c'est l'objectif futur. C'est d'aller étudier les bijoux qui sont conservés au Victoria and Albert Museum à Londres, au British Museum. C'est les deux principaux musées où sont conservées les plus belles pièces d'origine française. Et je pense surtout à ces parures en fausse opale. Voilà, c'est un peu une enquête de terrain que je vais mener pour chercher à comprendre pourquoi toutes ces pièces ont été transférées en Angleterre, mais aussi aux États-Unis et en Australie principalement. Et comprendre aussi pourquoi il y a autant de spécialistes dans ce domaine-là dans les pays hors Europe. En France, on a un petit peu de bijoux qui restent et la plus grande partie, elle est en Angleterre où tu vas aller. Mais ça, c'était les objets mêmes. Au niveau des techniques, est-ce qu'il y a des choses qui restent? Oui, j'ai eu l'opportunité, lors d'un séjour professionnel, d'étudier le patrimoine joaillier catalan. Ce sont des pièces de joaillerie faites à partir de grenat, que l'on appelle le grenat de Perpignan, parce qu'ils ont une technique de sertissage très spécifique que l'on employait sous l'Ancien Régime. C'est un grenat qui a un fond plat. Il n'a pas la culla qui est en forme de pointe, il y a un fond plat. Et sous la pierre, on place dans la monture une feuille métallique que l'on appelle un paillon. Ce paillon est teinté d'un rouge vermillon. Ça donne un éclat très subtil à la pierre, couleur rouge sang. Dans les lycées professionnels, dans le métier de la bijouterie-joaillerie, spécialisation en joaillerie catalane, il n'existe pas. Donc c'est transmis de père en fils dans les ateliers. Il y a toutefois une association, la Confrérie du Grenat de Perpignan, qui a été créée dans les années 90. Ça permet de ne pas disperser ces savoir-faire, ça ne disparaisse pas. L'année dernière, il y a un label européen créé par le biais de cette association, qui est l'IGP, l'indication géographique protégée, qui a été délivré par l'INPI et qui permet justement de certifier l'authenticité de ces bijoux qui sont créés par ces artisans au sein même de la confrérie du Grenat de Perpignan. C'est une technique artistique avant tout, mais je l'ai insérée dans le sujet de la thèse parce que la technique de taille et de monture était employée aussi sous l'Ancien Régime. Et par exemple, les fameux diamants d'Alençon, c'était à peu près la même technique, c'est-à-dire que sous le cristal de roche, on mettait ce fameux paillon pour arriver à donner autant d'éclat qu'un vrai diamant. Est-ce que la considération qu'on avait pour les bijoux faux, elle était négative ou positive? Elle est à la fois positive et négative au XVIIIe siècle. Elle était positive surtout pour les journalistes qui travaillaient dans le domaine des publicités de l'époque. Donc, je
pense aux journaux de mode, comme le Mercure de France, le Cabinet des modes, puis le Magasin des modes nouvelles. Ça, c'est plutôt un journal qui a été créé vers la fin du XVIIIe siècle. Mais il y avait aussi, par exemple, les almanachs. En parallèle, d'autres auteurs étaient assez réacs par rapport à toute cette production de faux. Et donc, il y avait les moralistes chrétiens, il y avait les physiocrates, qui étaient à la fois des philosophes et des économistes. Il y avait aussi les fabulistes. Beaucoup de fables qui mettent en avant une dualité entre le diamant et le strass, ou bien le strass et les pierres précieuses. Les auteurs, ils utilisent les propriétés physico-chimiques des vraies pierres et des fausses pierres pour dénoncer l'immoralité de cette nouvelle société de consommation. Par exemple, le diamant, on le décrit dans sa gangue, donc sous sa forme minérale, qui n'est pas du tout attrayant en surface. Et pourtant, quand on le taille, on magnifie sa beauté. Quant au strass, il est en apparence très attirant, il est extrêmement brillant, très bien taillé. Mais quand on le porte, il devient tout terne. Les auteurs, ils utilisent ces notions pour dénoncer la frivolité des femmes et la supercherie des hommes. Et donc, moi, je t'ai invité parce que j'ai vu effectivement que tu avais fait un doctorat sur la joaillerie d'imitation française au XVIIIe siècle et une étude de la Corporation des joailliers Faustiers. Qu'est-ce que tu as fait avant pour arriver à tomber en amour avec les Faustiers? J'ai un parcours, disons, plutôt atypique. Initialement, je n'ai pas fait des études universitaires. J'ai été formée dans un lycée professionnel en bijouterie, joaillerie. Donc, j'ai fait un CAP, puis un brevet des métiers d'art, un BMA, qui est l'équivalent en fait d'un bac professionnel. Ensuite, je suis passée en DMA, en diplôme des métiers d'art. J'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû interrompre les études. Et puis, par la suite, j'ai travaillé dans des ateliers de paruriers. Les paruriers, c'est un métier qui, malheureusement, aujourd'hui est en voie de disparition. Et c'est des bijoutiers qui travaillent pour les maisons de haute couture, surtout pour les défilés de mode. Et donc, ils fabriquent des bijoux dits haute couture. Ce sont des bijoux haut de gamme qui sont faits à partir de matériaux non précieux, d'imitation, notamment par l'emploi du verre. Là, j'ai découvert en fait qu'avec le verre, on peut tout faire et on peut imiter les matériaux les plus précieux au monde. Encore aujourd'hui, je suis fascinée par cette matière. Et est-ce que tu as un bijou 18e, puisque ta recherche porte sur le 18e, qui comme ça t'a fasciné et que tu pourrais nous décrire? Les pièces qui me fascinent le plus sont les pièces en faux opale. Il y a d'autres types de pierres d'imitation. Il y a l'imitation d'améthyste, de saphir. Mais les bijoux en faux opale, je sais pas, je trouve que les reflets à l'intérieur de ces pierres sont extraordinaires. Ça fait des reflets changeants, irisés. On a l'impression que c'est des vrais opales. Et souvent, elles sont associées avec du cristal de roche. Je trouve que l'aspect est vraiment sublime. Dernière question, donc la petite question que je pose à tout le monde. Si tu avais un conseil pour une jeune femme qui voudrait faire comme toi, tu lui dirais quoi? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'être entouré. Quand on a un projet de reconversion, faire ça tout seul, c'est très très difficile. D'être épaulé, parce que c'est un projet de longue haleine, très souvent parsemé d'embûches. Et le deuxième conseil, c'est de bien réfléchir avant de s'engager dans un doctorat, parce qu'il faut savoir que moi je suis en 3e année, mais le minimum c'est plutôt 4 ans, surtout en sciences humaines et sociales. Il y a peu de débouchés. J'ai envie de dire, la passion peut soulever des montagnes. Je savais que je devais aller jusqu'en doctorat et c'est la passion qui primait. La passion, ça fait tout. Écoute, c'était passionnant. Merci beaucoup Laurence. Merci à toi Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.